De retour dans Bouchard en parle, je vous informe, je reviens sur cette nouvelle. On parle de l'arrestation d'Al Boivin, qui était le fugitif le plus recherché au Canada et qui aurait été justement capturé en Espagne. C'est sorti il y a quelques minutes. Pour en parler, je me tourne immédiatement vers l'ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec, Roger Ferland. Bonjour, M. Ferland. Bonjour, M. Couture. D'abord, dites-moi, qu'est-ce qu'on sait de cette arrestation-là? Parce que Al Boivin, ça fait des années qu'il était fugitif. Il est en cavale depuis l'hiver 2023. Il y avait nombre de rumeurs sur l'endroit dans lequel il aurait pu se trouver. Il y a certaines personnes qui parlaient justement de réserve. Il y a des gens qui parlaient du nord du Québec. Il y a des gens qui parlaient justement de l'international. Et là, on apprend qu'il était en Espagne. Qu'est-ce qu'on sait sur cette opération policière? En fait, on en sait très peu pour l'instant, mais la partie que je pourrais vous dire, c'est que assurément que l'étau se resserrait sur lui. Je vous dis pourquoi. Il y a eu de nombreuses perquisitions qui ont été menées contre son équipe qui était sur la Côte-Nord, en fait au Saguenay et tout ça. On s'était approché beaucoup de lui au niveau de ses sources d'argent. Les gens, en fait, les dernières perquisitions qu'ils ont faites permettaient aussi d'arrêter et des trafiquants locaux qui travaillaient pour lui, mais également des sources d'argent. Puis qui dit qu'il est en cavale, personne en cavale, dit aussi personne que ça lui coûte terriblement cher pour continuer à fonctionner. Alors, à chaque fois que la Sûreté du Québec puis les opérations policières amenaient à lui couper ses vives, je pense qu'on se rapprochait un petit peu de lui. Puis, en coupant ses collaborateurs, ça devait aider justement un petit peu ce travail-là. On sait que les derniers mois, les policiers du Québec ont beaucoup travaillé aussi avec Interpol, mais à l'extérieur du pays. Alors, sûrement que les policiers extérieurs deviennent à ce moment-là plus sympathiques un peu à notre cause, puis travaillent en équipe avec nous un peu. Fait que, est-ce que c'est la collaboration finale des gens en Espagne ou avec nous ici au Québec? Mais je pense que c'est la mixité des informations échangées entre eux qui a amené ces résultats-là. OK. Parce que justement, c'est quelque chose qu'on peut se demander comment justement des forces policières québécoises peuvent pouvoir intervenir jusqu'en Espagne. Donc, ce transfert-là d'informations, cette collaboration-là se passe comment? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué généralement? C'est assez compliqué. La plus grande difficulté, c'est d'arriver à établir nos premiers liens. Mais gardez en tête, au départ, les services de police des autres pays, quand c'est pas des pays corrompus, là, ce qui n'est pas le cas du côté Espagne, Italie ou ces pays-là, la majorité ne sont pas en fait, tu dois leur prouver que tu as un mandat d'arrestation valide contre la personne, qui ont une infraction équivalente là-bas dans ce pays-là. Et par la suite, ils peuvent commencer à t'aider à collaborer. Ils veulent souvent, par contre, une entente internationale qui s'appelle MLAT, là, le Mutual Legal Assistance Treaty. Faut que tu puisses passer par nos organismes gouvernementaux pour le faire, nos avocats, en fait, qui nous représentent au Québec. On passe par eux reparlent là-bas, et à partir du moment où eux se rendent compte qu'il y a un dossier actif, valide, ils travaillent souvent en collaboration de la même façon que nos policiers au Québec le feraient. Puis c'est pour ça, puis on sait là-bas, Espagne, c'est pas les premières opérations policières qu'ils font non plus là-bas. Là. Ils ont eu souvent des bonnes équipes de crime organisé. On sait qu'ils ont des routes maintenant d'importation. On pensait toujours aux pays d'Amérique du Sud, mais l'Europe est devenue aussi une route assez pas populaire en ce moment pour nos criminels de trouver des routes d'importation et des routes de collaboration. Fait que c'est pour ça que ces pays-là ont aussi intérêt à ne pas accueillir chez eux, en terre étrangère, des criminels qui sont des gens qui sont sans arrêt là en train de faire pourrir les autres pommes dans le panier. En fait, c'est pas compliqué, là. Ouais. Un gars comme Al Boivin, là-bas, ses contacts devaient être des contacts de très haut niveau, de la même façon que le Pic-Turmel, elle l'avait. Alors là, en ce moment, cette opération-là fait en sorte que là, ils viennent de l'arrêter. Il n'est pas encore revenu ici au Québec, là, trompons-nous pas, là. Il va falloir qu'il y ait encore plusieurs ententes. C'est ça risque de prendre combien de temps? Parce qu'avec Dave Turmel est encore en Italie. Moi, je trouve ça long. Évidemment, il y a des aspects, des nuances dans le processus judiciaire qui m'échappent peut-être, mais est-ce qu'Al Boivin, ça risque d'être plus rapide? Parce que c'est ici qu'il doit être jugé. Tout à fait. Ça varie beaucoup d'une fois à l'autre. Ça dépend toujours des chefs d'accusation. Ça dépend s'il a commis des infractions là-bas au pays. On sait qu'au départ, en Italie, M. Turmel avait quelques infractions de commis. Finalement, ça s'est avéré que tout ça a tombé. L'Italie était prête à nous le remettre, mais là, maintenant, c'est lui qui fight avec son avocat. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, il doit y rester encore beaucoup d'argent dans ses poches, M. Turmel, exemple, parler pour lui, parce qu'il réussit à rester là-bas,
payé dans les meilleurs avocats ici que l'on connaît au Québec. Là, Mme Roy, elle est quand même une avocate de qualité. Fait que pour qu'il puisse la garder comme avocate, puis qu'elle lui serve en ce moment à fighter, en fait, le fait de dire que, bon, il s'était pas connu toutes les infractions qu'il y avait à l'époque quand ils ont mis le mandat. Il y a sûrement beaucoup de games comme ça d'avocasserie, en fait, qui se passent en ce moment. Est-ce que ça va être le même cas pour M. Boivin? On sait que M. Boivin était déjà recherché depuis longtemps. Les mandats étaient assez clairs. Ça se pourrait que ça y aille plus rapidement. Mais ce qui dit rapide, dans les cas où j'ai eu à ramener des gens qui étaient à l'extérieur du pays, dans mon cas, puis pourtant c'était des agressions sexuelles graves, ça avait quand même pris 1 an. Là, okay. Fait que c'est rare que tu le ramènes dans la semaine qui suit, à moins d'une exception. Pensons à M. Rocco Magnotta. Ça, c'était différent. Le contexte était différent. Monsieur Ferland, je me doute de vous interrompre parce qu'on se détache du réseau. On va avoir une petite pause. Si vous le permettez, on va peut-être continuer un peu après la pause. J'aurai encore quelques questions pour vous parce que c'est maintenant l'heure de se détacher des gens de Saguenay. Restez à l'écoute de Kik, les gens du Saguenay, parce que pour moi, la nouvelle là-bas, Al Boivin étant un Saguenayen d'origine, ça va être de parler de cette arrestation-là. Je le répète, Al Boivin arrêté en Espagne. Salut aux gens de Trois-Rivières, Québec. On revient dans quelques minutes. 11h au FM 93, vous êtes dans Bouchard en parle. Je le rappelle, c'est la nouvelle de l'heure. Al Boivin, l'homme le plus recherché au Canada, a été arrêté du côté de l'Espagne. Al Boivin est un criminel qui est en cavale depuis 2023. C'est un Saguenayen d'origine, bien connu justement des autorités ici. Et il était en cavale depuis tout ce temps-là. On en parlait juste avant la pause et on continue avec l'ex-enquêteur du SPVQ, Roger Ferland, qui est avec nous. D'abord, M. Ferland, je voulais savoir... pour quelqu'un, justement, qui a été autant médiatisé qu'Al Boivin dans les dernières années, est-ce que lors de sa capture, il y a un traitement différent que les autorités accordent à un criminel qui a cette notoriété? Bien, c'est sûr que, je dirais, privilège, non, mais évaluation de la sécurité, oui, beaucoup. En fait, on parle toujours, nous autres, quand on fait une arrestation, une perquisition, du volet évaluation du risque. Quel va être le risque quand la personne va se sentir appréhendée? Voyez-vous là, on apprend que la personne, que M. Boivin, séjournait dans un secteur très aisé de l'Espagne. Fait qu'un secteur où il pouvait peut-être faire semblant qu'il était là-bas un touriste riche et de qualité. Alors, tant que son scénario marche, c'est pas trop inquiétant. Mais à partir du moment où ce gars-là se s'est pris au piège, ben là, c'est un peu, j'ai envie de vous dire, comme une souris qui est traquée. Ça se peut que la souris attaque sincèrement, même si elle est tout petite. Ben, c'est dans les circonstances, l'évaluation du risque fait en sorte qu'un gars comme lui, quand il se sait qu'il va se faire coincer, ben tout est possible. Fait que il y a quand même... il va avoir le traitement, j'ai envie de vous dire, des plus grands criminels en ce moment. Puis il va avoir la sécurité qui va aller avec aussi. OK. Parce que tout est possible, justement, on pourrait se dire, ce fugitif-là n'a rien à perdre en cavale depuis tout ce temps-là. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, dans l'information à laquelle vous avez eu droit là, jusqu'à présent, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui indique que ça a été un déploiement qui laissait envisager peut-être une réponse très hostile d'Al Boivin? Selon moi, c'est très possible, mais ça dépend toujours de quelle façon il l'a appréhendé. Mais c'est certain que je pense pas qu'ils l'ont interpellé en cognant à sa porte gentiment. Ils ont sûrement dû le surprendre dans les circonstances. On veut profiter d'un effet de risque, en fait. Puis sûrement que c'est des équipes du genre groupe tactique comme nos groupes qu'on a ici au Québec qui ont dû procéder à son interpellation, mais des gens de l'Espagne à ce moment-là qui ont dû le faire. Je veux juste en revenir sur une question que je vous ai posée précédemment quand je vous parlais de, est-ce qu'on va être capable de le ramener ici parce que Dave Turmel est en Italie depuis un certain temps. Juste pour être bien certain, quand même bien que ça prend 1 an ou 2, Al Boivin, c'est obligé qu'il le ramène ici. Là. Il ne fera pas du temps en Espagne pour une sentence. C'est obligé qu'il passe par les tribunaux du Québec. Non, pas du tout. Tout à fait. Il va devoir passer par nos tribunaux ici. Okay. Comme je dis, s'il n'y a aucune infraction qui est reprochée là-bas au pays, c'est vraiment ici qu'il va falloir qu'il revienne subir son procès et sa peine éventuellement une fois condamnation. Fait que vraiment, oui, tout à fait, il faut le ramener ici, ce gars-là. Fait que la seule chose, c'est que est-ce qu'il va essayer de faire les mêmes choses que certains autres criminels font, d'essayer de demeurer là-bas pour essayer de continuer à orchestrer? C'est son sale boulot, en fait. Ouais. Le point clé là-dedans, c'est toujours si on est capable de lui couper ses communications. Parce qu'en ce moment, ces gens-là,
même s'ils sont à l'extérieur du pays, arrivent à communiquer et transférer des ordres à certaines équipes. Puis on avait entendu ces dernières semaines qu'il y avait des nouveaux petits clubs qui se remettaient en place pour faire leurs preuves, que ce soit pour s'intégrer au North Savage Group ou du côté des BFM, peu importe. Ces gens-là étaient là. Il y avait des jeunes. Fait qu'il y aura toujours des jeunes qui essaieront de recruter. Mais si tu es capable de couper ses communications, tu es capable de couper ses sources d'argent, il va avoir envie de revenir ici puis d'être capable de suivre son procès. Mais l'Espagne n'a aucun intérêt à le garder chez eux en ce moment, au contraire. Puis ces communications-là, ça passe beaucoup par les applications de messagerie cryptée. Là. Ça, c'est pas facile. Les télégrammes et autres là, de ce temps-ci, j'imagine que ça complique bien des choses pour les forces de l'ordre. Oui, tout à fait, tout à fait. Lui, oui, dans les circonstances aussi, on sait que sa conjointe était également en cavale. Oui. Était-elle avec lui ou pas? Est-ce qu'on est passé par elle pour essayer de rejoindre lui? Toutes les options sont possibles sur la table. Puis même si les policiers nous le transmettraient, c'est des genres d'informations qu'ils ne veulent pas donner parce que tu veux pas brûler, en fait, certaines techniques d'enquête que tu as utilisées là-dedans. Il va le savoir, lui, à la cour, éventuellement, de quelle façon il a été attrapé. Mais plus tard possible, on est capable d'en faire une divulgation. Mieux c'est pour nous parce qu'à chaque fois, les criminels s'adaptent toujours aux techniques que les policiers utilisent. Puis, dernière question, M. Ferland. Quelque chose qui me fascine un peu là-dedans, c'est que, avant leur appréhension, Dave Picturmel et Al Boivin, leurs photos étaient partout. Hein? On les a vus beaucoup. Ils ont été très médiatisés. Comment ils font pour voyager? Je comprends qu'on peut se faire des faux passeports et tout ça, mais avec une aisance aussi, j'ai l'impression quasiment que ça a l'air facile pour eux autres de quitter le territoire, de partir, de se ramasser sur le continent européen, alors que pourtant, on les imagine traqués par les forces de l'ordre. Al Boivin, plus que Picturmel, est quelqu'un qui physiquement est très reconnaissable. Il est grand, il est assez gros, c'est quelqu'un de musclé qui a des tatouages aussi identifiables. Comment ils font pour voyager, pour quitter le continent? Généralement, c'est toujours avec des faux passeports que ces gens-là le font. Trompez-vous pas, là, avec un peu de sous, tu es capable d'arriver à obtenir beaucoup de choses en ce moment. Je vous dis pas que c'est facile nécessairement sur le web, mais ces gens-là, au niveau de criminels qui sont rendus à être, ont aussi une collaboration d'autres criminels au même niveau qu'eux qui sont capables de les aider. Puis à chaque fois, on est toujours surpris. Les gens changent leur look légèrement, réussissent à se faire de faux papiers, ils réussissent à passer, puis après ça, essayent de moins se déplacer possible, parce qu'à chaque fois, il y a toujours un risque que la reconnaissance faciale réussisse à le faire. Mais voyez-vous, c'est pas tous les aéroports qui ont la reconnaissance faciale aussi efficace. Alors, eux, souvent, circulent par des endroits où est-ce qu'ils savent que les douanes sont moins efficaces un peu dans certains pays. Mais je vous dirais, ça prend beaucoup de sous, mais c'est faisable en ce moment, puis c'est ça qui est triste pour ces criminels-là. On a parlé de l'importante médiatisation de ces cas-là. Est-ce que des fois, ça peut jouer contre le processus d'enquête? Est-ce que des fois, une surmédiatisation, ça peut être, en fait, un genre de bâton dans les roues pour le travail des policiers parfois? Ça nous nuit toujours un petit peu, je vous dirais. Il y a un moment où ça nous aide comme policiers d'avoir une pression médiatique. Mais il y a d'autres moments où ça devient difficile parce que là, tu as l'obligation de performance. Tu as aussi de l'information souvent au travers de ça qui est donnée un petit peu, qui guide un petit peu les criminels parce que les criminels s'informent aussi de ce qui se déroule, toujours en parallèle. Fait que c'est pour ça que il y a toujours, je dirais, un fin équilibre et une importance chez les enquêteurs de se dire le droit de savoir et le besoin de savoir, c'est deux choses. Il y a des choses qu'on a envie de transmettre au public, puis d'autres affaires qu'on n'a pas besoin de transmettre. Même à l'interne, au sein des corps de police, il y a de l'information souvent qu'on garde de très, très secrète. Voyez-vous, en ce moment, la Sûreté du Québec, même s'ils savaient qu'ils étaient très proches, n'en parlaient pas du tout en ce moment de ça. Et avec raison, parce que tu vas nécessairement créer une pression si la personne se sent traquée, puis qu'on lui dit, OK, on est sur le point de mettre la main sur Al Boivin, il risque, oui, peut-être, j'ai remarqué quelqu'un dans ma rue l'autre jour, des changements différents au restaurant où je suis allé. Regardez, je vais faire un mot, puis je vais déménager. C'est pour ça que ça devient difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de moments où on aime mieux se taire, mais d'arriver comme une surprise un peu ce matin, puis dire, regardez, maintenant c'est terminé pour M. Boivin, même s'il est en Espagne, on risque de le ramener au Québec avant longtemps. Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé ce matin.
Ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Merci. Donc, on le rappelle, Al Boivin, en cavale depuis 2023, l'un des hommes les plus recherchés au Canada, à la tête du groupe criminel North Savage Gang, a été arrêté en Espagne alors qu'il se trouvait dans la station balnéaire de Costa del Sol, réputée pour ses plages de luxe, notamment. Il faut dire qu'Al Boivin, ça veut dire qu'il y avait de l'argent. Puis il était à 15 jours de son 37e anniversaire. Moi, je trouve ça fascinant. Al Boivin, moi, je l'ai connu. Là. J'allais au primaire avec. Là. C'est un ami d'enfance. J'ai déjà fait des scènes d'écrit avec ce gars-là. Ah oui? Oui, non, mais je veux dire. Puis ça fait des années que je suis en contact avec, très longtemps, là. Mais je trouve ça quand même fascinant de suivre cette histoire judiciaire-là. Lui qui, visiblement, emmène très, très large dans les violences liées à la guerre des stupéfiants, notamment le trafic de stupéfiants aussi. Il faut dire que c'est une figure de proue là, de l'actualité judiciaire que les autorités ont appréhendé. Très hâte de voir quand il va revenir au Québec.